Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Sortez vos trousses, vos cahiers et vos stylos. Aujourd'hui, c'est le conseil de classe de la Formule 1 2022. Partie 1, puisqu'on s'intéresse aux pilotes classés de la 20e à la 10e place. Le top 10, ce sera pour dans quelques jours. La partie 2 arrive avant le Grand Prix des États-Unis. Alors vous le savez, moi j'aime bien faire ces bilans de performance au fil de la saison. On avait fait un premier après Miami, un deuxième après le Canada. Voici le troisième alors qu'il reste que 4 GP. C'est quasiment complet et on clôturera complètement l'affaire lors des 10 bilans en 10 jours. La série qui devrait arriver après le dernier Grand Prix de la saison. Avant toute chose, comme d'habitude avec ces histoires de notes et de moyenne générale, je vous invite à prendre du recul. On n'est pas sur FIFA Ultimate Team, les pilotes ne sont pas des robots et il ne faut pas voir ça comme un professeur ou une sanction. En fait, j'essaie surtout de créer un outil d'évaluation de la saison d'un pilote sans oublier aucune course dans l'équation et en essayant de se détacher du niveau de la voiture, parce que le classement par points, il ne dit clairement pas tout. J'ai également conscience que mon système de notation, il est imparfait par essence et parce qu'il contient des spécificités qui vont mettre en lumière plutôt certaines choses que d'autres, forcément, mais vous êtes aussi là pour m'aider. Les notes, je les donne à chaque des prix, vous les voyez, vous les corrigez, grâce à vous, je les ajuste. Ça donne à la fin un outil de mesure que j'espère le plus proche possible de la réalité. Bon, de toute façon, je vous fais confiance là-dessus, je pense qu'on peut y aller. On va défiler de la place 20 à la place 10, à chaque fois en s'arrêtant sur des groupes de pilotes qui sont très proches au niveau de la moyenne. Mais malheureusement, pour ce qui est de la dernière position, il y a un pilote qui est esselé très loin des autres. C'est évidemment Nicolas Latifi, 9,38 de moyenne, presque 3 points de retard sur le 19e. Il n'y a pas photo. Alors il sort de ses premiers points de la saison au Japon, un super coup sous la pluie, on est tous d'accord, ça lui a valu sa deuxième meilleure note après Silverstone, mais ses perfs sur l'entièreté de la saison, elles parlent d'elles-mêmes. Il n'y a que 5 notes au-dessus de 10 sur 18, que 2 au-dessus de 15, et on le voit une écrasante majorité de 8 ou de 9, même les week-ends où il ne fait pas d'erreur. En réalité, ça souligne qu'il est juste trop loin, facilement 8 dixièmes de retard en qualif, et des grands prix largement au-dessous du niveau. En vrai, en dehors de Silverstone et de Suzuka, on est même sur un énorme cauchemar, et on notera au passage le 4, pire note de la saison pour le double crash à Jeddah. Quelles qu'en soient les raisons, on a beaucoup parlé du fait qu'il avait du mal à s'adapter à cette nouvelle voiture, après un petit pas en avant fait l'an dernier. Eh bien, malheureusement, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Il partira en plus à la fin de la saison, donc on va pas s'y attarder. 20e, c'est on ne peut plus logique. En revanche après, ça pose une vraie bonne question et il y a bataille. Qui est le plus mauvais pilote de cette saison si on enlève Latifi? Comme je vous l'ai dit, pour moi il y a 4 noms et c'est très serré, seulement 0,28 points de moyenne au bout de 18 courses entre eux. On a Schumacher, Ricciardo, Stroll et Tsunoda. En vrai, avec un écart si faible entre les 4, on peut les mettre littéralement dans l'ordre qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais il me semble assez clair que ce sont eux qui se battent pour cette position et je vais respecter l'ordre de mon classement. 17e d'abord, j'ai Daniel Ricciardo. Sa saison est évidemment compliquée, on va pas le discuter. Mais finalement, il y a peu d'immenses catastrophes. Regardez les notes, seulement 3 en dessous de sa moyenne. Il sait rester propre, il n'y a jamais de crash ou d'énormes incidents ou de 20e place. Son problème en fait, c'est surtout une sous-performance chronique et globale qui se traduit par des notes récurrentes entre 10 et 13. Mais ce qu'on remarque aussi ici, c'est qu'il y a un paquet de bons week-ends autour de 16. Jeddah, Melbourne, Bakou, Montréal, France, Monza ou Singapour. Là-dessus, il était dans les roues du très performant Norris et on a tendance à l'oublier. Donc oui, c'est pas assez bon et c'est absolument normal et logique que McLaren ait cherché à s'en débarrasser, surtout quand il y avait un jeune comme Piastri qui est là, et quand on voit qu'il est mené 29 points à 101 et 16 à 2 dans le duel en qualif. Mais concrètement, c'est pas non plus la saison de l'horreur, loin de là, et symboliquement, je trouve ça cool que ce ne soit pas lui qui tombe à la 19e place. Et je pourrais dire la même chose de Mick Schumacher, qui est du coup 17ème et non pas 19ème. Des choses ne vont pas, mais le bilan n'est vraiment pas honteux. Évacuons le sujet des ratés, les crashs coûteux de Jeddah et Monaco, on s'en souvient tous, l'erreur de Monza ou encore le trou noir à Bakou.
En dehors de cela, en fait, il y a un vrai niveau moyen qui se dégage, surtout quand on regarde depuis le Canada, où sa moyenne est de 13,7. Il est au niveau de Magnussen sur la plupart des courses, et finalement il l'était déjà dès Melbourne ou Miami, et quand on rajoute les excellents week-ends de Silverstone ou de Spielberg, on obtient un pilote qui peut prétendre à mieux que ce qu'on entend sur lui. Et un pilote dont c'est aussi la première vraie saison en Formule 1 et qui n'a au final fait que 2 crashs, alors que pourtant on lui a donné une réputation de casseur, même Gunther Steiner lui la colle à la peau. 2 crashs sur 18 courses, est-ce que c'est un si gros casseur que ça? Je sais pas. Alors oui, comme vous, je suis pas hyper emballé. Pour moi, on tient pas là le talent qui va révolutionner la Formule 1, loin de là, et on peut aussi dire qu'il y a trop de coups de mou. C'est souvent pas mauvais sans être génial, mais j'ai l'impression que l'opinion générale perçoit Mick Schumacher beaucoup plus négativement que ce que n'est la réalité de ses performances. À méditer peut-être. Bon, au final, il reste 17ème, on est d'accord, mais regardez, je le mets, avec quasiment la même moyenne, devant Yuki Tsunoda, pour qui c'est pourtant la deuxième vraie saison et qui a une écurie, peut-être on peut qualifier de plus stable, mais qui au final a commis plus d'erreurs en fait. Il y a le crash au Canada, il y a Silverstone, il y a Singapour ou encore l'Autriche, et Yuki il reste beaucoup trop irrégulier. Les week-ends de 100 sont beaucoup trop nombreux, on vient d'en parler, et le niveau moyen, lui, est décevant. 8 fois, il tombe entre 11 et 14. Voilà. Alors, bravo pour ce qui est de Imola, Barcelone, Bakou et le Castellet. Là, c'était vraiment top et on s'est dit, ça y est, il devient un vrai pilote de Formule 1, mais cette impression s'efface souvent dès la performance suivante. Je reste donc toujours aussi perplexe sur le personnage, j'en avais fait d'ailleurs une vidéo un peu avant l'été, il me semble. Il y a un talent brut, c'est une pure évidence, mais ça se traduit trop rarement en résultat parce que le pilote, il est bourré de manquements. Vu la situation des jeunes de Red Bull, il est assez logique et évident de lui laisser une 3e saison pour faire ses preuves, et tant mieux pour lui, j'en suis le premier avis. Maintenant, pour ce qui est de s'inscrire dans la durée en Formule 1, je suis ultra pessimiste, il va quasiment falloir qu'il change du tout au tout. Mais donc pour répondre à la question qu'on posait il y a quelques instants, et pour finir avec ce petit groupe de pilotes, oui, le pire pilote de cette saison, si on exclut Nicolas Latifi, pour moi, c'est Lance Stroll. Alors certains vont pas être contents et vont trouver que c'est une caricature, mais ça ne l'est pas pour 2 raisons. La première, c'est l'aboutissement de 18 notes compilées, donc ça ne tombe pas du pifomètre au hasard. Et la deuxième, c'est que je ne suis absolument pas un hater de notre ami Lance. Alors oui, on sait tous que c'est un pilote payant, blablabla, c'est une évidence, mais c'est plus que ça, Lance Stroll, je pense qu'on l'a quasiment tous compris aujourd'hui. Il pourrait mériter sa place sur le seul critère sportif et ne faire absolument pas tâche dans ce plateau relevé. D'ailleurs, récemment, c'est tout à fait ce qu'il nous propose. Excellent à Singapour et à Zandvoort, très bon en Hongrie et au Castellet, ou encore carrément acceptable pour ce qui est de Suzuka ou de Spa. Il a 14,35 de moyenne depuis qu'il est passé sur notre sol, une note qui le mettrait quasiment dans le top 10 de mon classement, mais le souci, c'était avant le Castellet. Le départ raté à Bahreïn, le cauchemar vécu à Melbourne, en dessous pour ce qui est de Barcelone, de Monaco ou de Bakou, pas mieux à Silverstone ou à Spielberg. Peut-être qu'il a eu du mal à s'adapter à ces nouvelles machines, mais en tout cas, c'était vraiment loin. Il a longtemps été 19e et avec un bel écart sur le 18e. Il remonte seulement. Lance s'est donc réveillé et ce qu'il nous montre en ce moment est plutôt vraiment pas mal. Ça donne des espoirs pour la suite, mais au global, si on prend les 18 courses, sa saison 2022, elle est insuffisante. Il perd 9 à 6 en qualif et il est mené 13 points à 32 en course par un Sebastian Vettel dont c'est la dernière saison en carrière. On est en droit d'en attendre plus d'un mec qui fait sa 7e année en Formule 1. Au final, pour Lance Stroll aussi, le temps commence à défiler. En 2023, ce sera Fernando Alonso en face. J'espère qu'il va construire sur les bonnes choses qu'il nous propose récemment, parce qu'à un moment donné, il faut aussi passer des paliers dans une carrière, et je regrette qu'il en ait trop peu passé jusqu'ici, et pour l'instant, je ne l'en ai pas vu passer cette saison. Allez, on arrive maintenant dans un petit no man's land, 2 pilotes qui font une saison clairement assez bonne pour n'absolument pas être dans la discussion qu'on avait juste avant, mais une saison pas assez bonne pour aller aux portes du top 10. Ces 2 pilotes, ce sont d'abord Guan Yu Zhou, 15e, et Kevin Magnussen, 14e. Le Chinois nous a gratifié d'une arrivée en fanfare, avec Bahreïn évidemment on s'en souvient, mais surtout 10 premières courses à 14 de moyenne, excellent pour un rookie.
Il s'est alors construit une opinion positive méritée, notamment parce qu'on s'attendait à ce qu'il fasse moins bien, et il peut surfer dessus. Ensuite a été entreaperçue une montée en puissance entre Baku et Spielberg, mais je dois noter que j'ai du mal à la retrouver depuis le Castellet. En vrai, hormis sa perf à Monza, il est au mieux correct, mais souvent anonyme. Qu'on se comprenne bien, sa première saison est une réussite. Il est absolument pas ridicule dans la comparaison face à Bottas, il est d'une propreté à toute épreuve, il n'y a pas eu un seul crash, pas eu un seul couac, malgré le fait que ce soit sa première saison. En plus, on pourrait dire que le niveau de la voiture a beaucoup chuté et qu'il a beaucoup de malchance, ça va dans son sens. Et du coup, on débouche sur une prolongation de contrat, et ça, c'est absolument logique et mérité. Le truc, c'est que oui, il a passé un premier palier, celui de la surprise positive. Oui, il a des bons trucs en lui, il a la bonne attitude, un truc qu'on voit peut-être pas chez Tsunoda par exemple. Oui, mais est-ce qu'il a fait vraiment plus que ça cette saison ? J'avoue ressentir une petite stagnation récemment, une petite limite. On ne sent pas le petit plus. Si ce plus existe, il aura tout le temps de nous le montrer, je le souhaite. Malgré tout, je le trouve bien à sa place ici pour cette saison. Clairement pas dans le bottom 5, mais on peut très difficilement le mettre plus haut. Personnellement, je peux pas. Concernant Magnussen, on a un cas très différent et finalement assez clair. C'est de moins en moins bien au fil de la saison. On se rappelle tous des débuts fous à Bahreïn, un des 80 que j'ai attribué cette année, seuls Leclerc et Verstappen en ont eu après. Et ensuite pour Magnussen, ça a totalement décliné. C'est simple, 16,5 de moyenne sur les 4 premières courses, 14 sur les 9 suivantes et 10,8 si on prend seulement les 5 dernières. Alors il arrive toujours à rester à un certain niveau minimum, la preuve il n'a jamais eu en dessous de 10, mais depuis 10 ou 12 Grands Prix, il n'a eu que 2 fois au-dessus de 14, et on voit en un coup d'œil que ça baisse. Schumacher prend de plus en plus sa mesure, il n'arrive pas vraiment à être décisif, que ce soit dans les qualifs mais surtout dans les courses. Il y a aussi eu des erreurs qui ont coûté gros à une écurie en manque de points, je pense à ses premiers tours souvent trop agressifs. Bref, j'arrive pas à savoir s'il s'essouffle ou si simplement c'est trop dur pour lui d'être un leader sur 22 Grands Prix. Sûrement un peu des deux en réalité, c'est plus un pilote de coup qu'un pilote de longue haleine. Et Haas peut-être que par moments ça leur manque ce numéro 1, ce qui accrédite la thèse d'Hülkenberg qui est un pilote plutôt régulier qu'un pilote de haut et de bas. Bref, pour revenir à Magnussen, c'était très très bien, mais finalement le bilan commence à devenir de moins en moins suffisant. On en reparlera en décembre. Allez, dernier groupe de pilotes de cette vidéo, de cette deuxième partie de tableau, et un énorme débat qui mérite de prendre la 10e place du classement, de toucher à la première partie. J'ai 4 pilotes en bataille, c'est absolument pas facile, je crois qu'il y a 0,4 points de moyenne générale entre eux. À chaque Grand Prix, ils échangent de position, donc voilà. Mais à l'heure actuelle, je crois pouvoir dire que pour ce qui est du top 10, Pierre Gasly est un petit peu trop court pour y rentrer. Alors il est toujours capable de faire des trucs géniaux, il l'a prouvé sur l'entièreté de 2 saisons, et en 2022 on l'a vu à Baku, Jeddah, Spa ou encore Monza, des performances typiques de Pierre Gasly. C'était aussi très bon à Singapour, Bahreïn ou Imola, mais cette année il y a plus de trous, ça a donné Montréal, Imola, Barcelone, Spielberg, Le Castellet ou Suzuka, où parfois on le reconnaît presque pas. La faute peut-être, sûrement même, à une voiture moins compétitive que les saisons précédentes, ça rend les occasions de briller bien plus rares, et ça l'oblige un peu à surconduire pour espérer quelque chose. Du coup à l'arrivée, ça donne soit des performances géniales, soit des ratés, ce qui peut expliquer le petit manque de régularité. On a aussi vu pas mal de frustration de sa part cette année, quand ça va mal, quand les choses ne tournent pas dans son sens, quand la voiture ne fonctionne pas, n'est pas assez développée, ne s'améliore pas, on a un peu le sentiment qu'il s'enferme dans une spirale négative. On en revient à cette histoire de pilote qui, comparé à d'autres, par exemple Ocon, au hasard, a des hauts plus hauts, mais aussi des bas plus bas. Malgré tout, il n'est qu'à 0,4 points de moyenne du top 10 de cette saison, donc ça veut dire qu'un Pierre Gasly en dessous de ses standards de 2020 et 2021, ça reste un Pierre Gasly qui est largement dans les standards de la F1 tout court. Maintenant évidemment on a tous très hâte de le voir dans un contexte différent l'an prochain. 2022 était sa 3e et dernière saison chez AlphaTauri et j'ai envie de dire ouf. Tant mieux pour tout le monde que ça se termine parce que la corde commençait un petit peu à s'user.
Juste au-dessus de Pierre Gasly maintenant, j'ai placé Valtteri Bottas. Il reste également du mauvais côté de la barrière et pourtant, que de regrets, il se battait pour le top 5 au tout début de la saison, il était énorme. Et oui, voyez ces magnifiques notes, il avait 16,5 de moyenne au soir de Monaco, c'était juste fabuleux pour Alpha. Sauf que, depuis ce jour-là, à l'image de Magnussen par exemple, eh ben ça a commencé à décliner et je ne retrouve plus le bobo leader frais et irréprochable qui était si parfait. Ces 8 dernières notes en date font 12,5 de moyenne. C'est pas la catastrophe, mais c'est au niveau de Schumacher, de Tsunoda, de Ricciardo qu'on a cité juste avant. Il est désormais dans le débat des moins bons pilotes de cette saison, si on ne prend que les dernières courses. Bref, c'est de plus en plus moyen, transparent et mou, pas assez pour un mec de sa trempe. Je prends évidemment en compte le fait que l'Alfa Romeo s'est totalement écroulé depuis le milieu de la saison. Ça ne l'aide pas, hein, comme pour Joe ou comme pour Magnussen avec sa Haas, mais lui aussi, il s'est un peu effondré. Il donne un peu le sentiment d'avoir perdu le fil de sa saison tout d'un coup et d'avoir un petit peu aussi lâché la vague de hype qui le portait après son départ de Mercedes. Je me demande un peu où est le Bobo 5.0, celui qui cartonne et qui se lâche dans le dernier défi de sa carrière. À surveiller donc, et on espère que l'an prochain il pourra renclencher la dynamique, mais la réalité c'est que son bilan de fin de saison, à la base il était fabuleux et il risque sûrement de finir mitigé. Concernant la médaille en chocolat de cette première vidéo de mon classement de cette saison 2022, elle appartient à Alexander Albon. C'est lui qui reste aux portes de ce top 10. Alors, léger disclaimer, personnellement je trouve qu'au final il est bien à sa place, mais je dois avouer que mon système de notes n'est pas trop adapté à un mec qui conduit une voiture aussi mauvaise. Parce que parfois il va faire 15e, il peut pas faire mieux, mais est-ce que je peux vraiment mettre un 17 pour une 15e place ? Pas vraiment. Donc il y a peut-être un petit biais dans les notations d'Alexander Albon. Mais voilà, vous allez tout voir, je vais tout expliquer. Je pense qu'au final, il est bien positionné et il n'y a pas trop de soucis, mais je me devais de le signaler. L'essentiel pour lui, c'est surtout qu'en sortie d'année sabbatique et d'un passage compliqué chez Red Bull, il a réintégré la Formule 1 comme si de rien n'était, comme si sa place avait toujours été là et méritait d'être là. Il n'a laissé aucune place au doute. Des performances comme celles à Jeddah, Melbourne et Miami dès les 5 premiers Grands Prix, ça a mis tout le monde d'accord. Et ensuite, il lui suffit de montrer l'écart immense qui le sépare d'un Latifi et de rester lui-même. Il a su faire des prestations remarquées, on pense à Spa ou à Spielberg plus récemment, et globalement, il arrive toujours à choper facilement des 15, et il n'a que 3 notes en dessous de 12, dont une post-impadicite, c'est pas mal. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et font de lui un candidat au top 10. Bravo, c'est mérité. Maintenant, dur de s'exciter beaucoup plus que ça, parce qu'à cause de la voiture qu'il conduit, il est dans un contexte très particulier. Et il faut aussi dire qu'il a le point de comparaison le plus faible du plateau, puisque son coéquipier, c'est Latifi. Donc forcément, ça le met en surbrillance. Mais bon, sa saison 2022, elle est réussie et largement. Maintenant, j'ai hâte de voir 2023 et le futur, comment il pourra se construire. La vraie question qui m'intéresse avec lui, c'est quel pilote peut devenir Albon à l'horizon des 5 saisons prochaines. Est-ce que dans 5 ans, c'est un mec qui joue le titre, un numéro 2, un mec qui a un peu disparu? J'ai encore du mal à me faire un avis sur la place de ce pilote dans l'avenir. Allez, pour terminer cette vidéo, on va parler de la 10e place. Oui, je sais, ça nous fait entrer dans la première moitié de classement, mais ce mec qui est 10e, il était en grosse bataille avec Bottas, Gasly et Albon. Tous les week-ends, ça bouge, et il n'y a que 0,1 point de moyenne d'avance sur Albon, et il y a aussi pas mal de retard sur les mecs qui sont un peu plus devant. Donc on est obligé de le faire maintenant. Ce mec, il a su faire la différence, notamment assez récemment. C'est Sébastien Vettel. Oui, pour moi, Seb est un des 10 meilleurs pilotes de cette saison 2022. Et pourtant, que ça avait mal démarré avec ce set cinglant à Melbourne, c'était une vraie catastrophe. Mais depuis, regardez, il n'a eu en dessous de 13 qu'une seule fois un 10 à Zandvoort. C'est simple, il a entre 13 et 16 constamment. Seb fait parler son instinct et on a presque retrouvé une fraîcheur qu'il avait perdue depuis plusieurs années. Malheureusement, le petit déclin de niveau qu'il a eu ces dernières saisons, c'est pas un mirage. Et ça explique pourquoi il n'a jamais eu mieux que son 17 à Imola. Soit il lui manque toujours un petit peu de rythme, soit il fait quelques petites foirades. Bonjour le départ à Suzuka. Sans ça, son week-end c'était un 19.
Mais sincèrement, il est juste trop plaisant à voir évoluer. On sent qu'il se libère. C'est fini les années Ferrari où il y avait énormément de stress, de pression, d'attente et qui ont donné pas mal de déceptions, de frustrations, de ratés, de manque de résultats. Il a aussi été beaucoup déçu, beaucoup enfermé, la pression de la Scuderia. Maintenant tout ça c'est fini, il est en roue libre, c'est simplement lui qui se fait plaisir, le pilote qui ressort, et ça se voit. C'est dingue parce qu'il a annoncé son départ, et je continue de penser que c'est le bon choix, que c'est normal, que c'est logique, et je le vois pas s'inscrire dans la Formule 1 moderne 2023-2024. Pour moi, tourner la page, c'est juste la suite logique, mais il nous fait sûrement sa meilleure saison en Formule 1 depuis 2018 ou 2019. C'est comme si cette liberté lui faisait du bien, et ça en fait regretter certains qu'il s'en aille. Personnellement pas, je trouve que le livre, il est magnifique, il doit s'arrêter là-dessus, c'est très bien. Mais dans les faits, actuellement, ça nous donne des performances qui réchauffent le cœur, qui rappellent à son bon souvenir, on n'a presque pas envie que ce soit terminé. Regardez le bonheur qu'il nous a procuré à Suzuka la semaine dernière, on peut aussi parler de ce qu'il a fait parfois à Imola, à Bakou ou à Spa. Non, sincèrement, vive le Vettel libre, fais-nous kiffer jusqu'à Abu Dhabi. En tout cas, pour l'instant, on verra si ça tient, mais pour l'instant, c'est lui qui occupe la 10e place de mon classement. Vous avez également les places 11 à 20 qui sont désormais totalement connues. J'ai aucun doute que ça vous fera réagir, et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo, pour qu'on se retrouve tous en commentaire afin d'en discuter. Simplement, rappelez-vous que ça découle pas des 3 dernières courses, d'un petit sentiment ou au doigt mouillé au pifomètre. C'est la compilation de 18 notes. C'est quand même beaucoup. Des notes publiques, puisqu'elles sont dans tous les dépris, des notes que dans chaque espace commentaire vous ajustez, vous débattez, vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, ce genre de choses, des notes donc que j'ajuste grâce à vous, donc on peut débattre de tout, mais voilà, sachez que ça sort pas de nulle part, et quand vous n'êtes pas d'accord pour 0,15 points de moyenne d'écart, bon ça va, hein, si vous mettez Stroll 17ème et Ricciardo 19ème, du moment qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, ça me choquera pas. Et pour ce qui est des 9 positions restantes, il faudra revenir, sûrement jeudi soir si tout va bien, pour découvrir ce top 10, hein, ce top 9 même. Normalement, si vous n'êtes pas trop bête, vous connaissez déjà les pilotes qui seront présents, mais pour ce qui est de l'ordre, faudra venir. Qui sera top 1 ? Gros suspense. Qui sera podium ? Ça en vrai, il y a plus de suspense. Qui sera top 5 ? Ça, il y a une grosse discussion. Quels seront les écarts aussi, c'est intéressant. Est-ce que Lando Norris sera devant Max Verstappen ? Bref, tout un tas de questions. Pour le savoir, rendez-vous jeudi. Allez sur ce, on like et on s'abonne, comme d'habitude on relâche pas les efforts et on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous rappelle qu'à son époque il payait le journaliste de la Gazzetta dello Sport pour que ses pilotes aient une meilleure note dans le journal. C'est marrant, c'est exactement ce que je fais avec